Allez, c'est parti pour cette revue des marchés hebdomadaire. On va passer en revue tout ce qui s'est passé cette semaine et ensuite on va parler des éventuelles hypothèses de marché et les différents scénarios possibles pour la semaine prochaine, possibles et probables. Euh, bon, on va commencer par revoir un petit peu ce que les scénarios et les scénarios que j'avais envisagés pour cette semaine et les différents niveaux que j'avais donnés pour vous montrer que c'est plutôt pertinent, hein, comme d'habitude. Ça a été une semaine plutôt calme et on a encore connu, et c'est monnaie courante en ce moment, on a encore connu une journée de renversement. Ça devient une habitude, hein. C'est-à-dire que vendredi, on a retracé toute la semaine à la hausse. On va voir pourquoi. Alors, là, c'est un graphique du Nasdaq. J'avais été assez précis sur les objectifs en cas de scénario haussier. Et c'était vraiment le scénario haussier qui m'intéressait le plus parce que j'ai laissé tous les niveaux que j'avais notés, hein. Donc vous voyez, au sud, la zone que j'avais mis en premier rempart, c'est celle qui a empêché les prix de descendre. Je vais prendre mon petit Epic Pen. Attendez. Epic Pen, où tu es, mon chéri? Epic Pen, où es-tu, mon amour? Où es-tu? Te voilà. Vous voyez, le premier rempart que j'avais mis sous nos pieds, 10 600, 10 700, c'était ce magnifique plongeoir, là, ce gros pic. Bon, ben voilà, un lundi, on a ouvert dessus. Et on a drifté sud, on a drifté nord, pardon. Et on a été au premier objectif, puis au second, assez rapidement. Et à chaque fois qu'on allait à mes objectifs, vous voyez, il y avait un ralentissement. Objectif, c'était ça, vous voyez, le rectangle, je l'ai laissé, hein, c'était ce gros pic. Ensuite, le deuxième objectif que j'avais donné, c'était celui-ci. D'accord? Quand on y est arrivé très rapidement, on a ralenti. Et ensuite, on a été d'objectif en objectif. D'accord? Chaque endroit que j'avais donné comme objectif, nous y sommes allés. L'objectif final étant la VAL mensuelle du mois dernier, plus ce gros pic, c'est l'extrême haut qu'on a été touché sur le Nasdaq. Donc, vous pouvez renoter ces mêmes niveaux pour la semaine prochaine parce qu'ils sont tout aussi importants. On va revenir en fin de vidéo sur les différents scénarios. Là, c'est le Nasdaq et après, on va regarder le SP500. Le SP500, c'est exactement le même scénario que j'avais donné. Vous voyez, on a été à cet objectif ici. Oui, 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 j'arrive. On a été à cet objectif ici. Cette espèce de gros plongeoir là, sans problème. Ici, c'est le volume profile de la semaine dernière, d'accord, avec la zone de valeur de la semaine dernière ici, volume profile, d'accord, et le POC de la semaine dernière. Et évidemment, à l'ouverture dimanche soir, on a ouvert juste au-dessus le POC. On a été le chercher et après on a drifté nord. Et on a été toucher tous mes petits objectifs au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Et ensuite, tout le reste de la semaine, on a drifté sud comme ça, sur Nasdaq aussi. Et vendredi, renversement total. On revient toucher le haut de la zone de valeur. C'est le haut de la zone de valeur volume profile, hein, de la semaine précédente, ici. Et bam! Renversement. On refait toute la semaine en sens inverse. Et on revient toucher le gros pic, ici. Et pareil sur le Nasdaq. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Quand? Qui? Où? Et la semaine prochaine, quoi? Ok? Allez. Juste une image va mieux que 100 000 mots. On va en montrer deux. Première image,
c'est celle-ci, vous commencez à connaître, hein. J'aime bien montrer ce petit rapport. Vous voyez, tous les indices, SP500, Nasdaq, Russell, tous les indices, et même le yen, on va en parler du yen, parce que le yen, il s'est cassé la gueule toute la semaine, mais vendredi, pareil, bam, une espèce d'explosion, et on va voir pourquoi. Le DAX, enfin voilà, tous les actifs qui ont eu une semaine, de toute façon c'est pas compliqué, les indices ont eu une des meilleures semaines, les indices US en tous les cas ont eu une des meilleures semaines depuis le mois de juin. Alors que les obligations, elles, vendredi, les rendements les obligations se sont cassées la gueule. Voilà sur la semaine ce que ça a donné. Pardon, excusez-moi, je vais vous mettre quand même un zoom. Hop. Le SP500, pardon, on va zoomer tout ça. Voilà. 4,7%, le Dow 4,9%, le Nasdaq 5,8%. D'accord. Bon. Les rendements du 10 ans, vendredi, lui, il a baissé d'un point de base à 4,22%. Et on va voir pourquoi. On va en parler. De toute façon, les taux en ce moment aux États-Unis, là, c'est un souci à plein de niveaux. Hein, à plein de niveaux. C'est volatile, ça manque de liquidité. Enfin, bon, bref. Ok. Allez. J'ai une autre image à vous montrer avant de commencer, qui vaut mieux que une image. Ça vaut beaucoup mieux que 40 000 mots. C'est la map hein, de la semaine. Regardez. Voilà. La map de la semaine, le SP500 sur la semaine. On va la mettre. Hop. Voilà. Tout vert. Comparé à la semaine dernière, cette map est verte quasi entièrement. C'est la meilleure semaine depuis, je vous dis, depuis juin. Depuis juin. Ok? Allez. Allons-y. On va commencer maintenant sérieusement à parler, à rentrer dans le vif du sujet des choses qui se sont passées et qui ont été intéressantes et les choses qui vont se passer et qui vont être intéressantes pour la semaine prochaine. C'est parti. Mon kiki, comme dirait l'autre. Ensuite, je vous ai mis donc là les scénarios que j'avais évoqués sur un Market Profile Weekly. Donc, il y avait le premier en jaune, le deuxième en bleu, le troisième en rose. C'est le deuxième scénario, celui que j'avais noté en bleu, qui s'est produit. Celui-ci, hein, que vous voyez que j'ai noté ici. On ouvrait ici dimanche soir. Selon moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a bien ouvert ici. Il n'y a pas eu de gap. On a ouvert ici. On montait en haut de la zone de valeur de la semaine précédente. D'accord? Cette zone de valeur ici. D'accord? Ensuite, on passait au-dessus et on allait faire du travail là-dedans. Et on allait jusqu'au haut de marché de la semaine ici. D'accord? Et j'avais éventuellement, mais ça c'était pas sûr, mis un petit pointillé comme ça avec une flèche, avec un point d'interrogation. Est-ce que on aurait assez de carburant pour aller jusqu'en haut? Pas sûr. Le scénario que j'avais en tête, c'était celui-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et peut-être, éventuellement, la hausse. Et c'est donc ce scénario-là que l'on a eu. Hein. Vous voyez, ça c'est la semaine qu'il y a eu. On a donc bien ouvert ici. On a été en haut de la zone de valeur. En haut, on a dépassé légèrement les hauts de marché. Légèrement. Et on est retombé. Et on a fait du travail ici. Là où j'avais dit qu'on aurait besoin d'en faire, soit là, on en a fait là dans le deuxième scénario. Autre chose très importante à noter, j'avais noté ici ce gros POC. Là, dans la vidéo, à ce moment-là, je ne l'ai pas encore entouré, je l'ai entouré après, souvenez-vous, ici. Et ce fut, je disais, c'était un endroit très important à FED en tant que scalper et en tant qu'objectif. Et ça a été évidemment les deux fois, voire la troisième, même quand on est venu clôturer tout en haut de marché vendredi,
la target de la semaine et même l'endroit où on pouvait tenter des trades même en intraday, des swings intraday, short. Voilà, donc soyez très attentifs aux niveaux que je donne, ils sont efficaces. Ça, c'était le petit rituel on passe en revue ce que j'ai dit la semaine précédente pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Ok, continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ok, souvenez-vous, revenez une semaine en arrière et vendredi dernier, on parlait du fait que la saison des résultats commençait et c'est les banques qui avaient ouvert le balai en quelque sorte. Et vendredi soir, ainsi que le lundi matin, donc lundi dernier, là, c'était les banques qu'on attendait et on attendait ça avec impatience parce que ça donnerait le ton de la semaine en quelque sorte. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo. Ça pouvait donner aussi le ton de encore plus parce que souvent les banques sont un indicateur avancé de ce qui peut se passer sur les marchés, enfin sur les indices en tous les cas, les indices et les obligations. Souvent les banques font leur plancher de retournement, leur bottom ou leur top, ça dépend du sens, en avance des indices et des obligations. Donc les investisseurs regardent ça d'un œil très attentif. Or les banques, les résultats ont été bons, hein. Là j'ai mis la map par rapport aux earnings, donc les résultats de saison. Et regardez le secteur des financières ici. Toutes les grosses que l'on connaît, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, le jour des earnings, ça a été un carton. Au niveau du capital market, il y a Goldman Sachs, ça a été un carton le jour des earnings. Il n'y a que Morgan Stanley qui a été un petit peu à part, c'est autre chose. Ensuite, on a eu BlackRock au niveau des gros fonds qui a été un carton. On a eu USB au niveau des banques régionales qui a été un carton. Donc les financières et Goldman Sachs qu'on attendait en début de semaine a dépassé largement les attentes. Wall Street s'est davantage concentré sur l'avenir de la banque et sur Goldman Sachs a parlé de restructuration. Leurs bénéfices au troisième trimestre ont dépassé les attentes, mais par contre, le problème, c'est que la banque d'investissement, le département banque d'investissement a diminué de 43% ses bénéfices par rapport au trimestre de l'année précédente. Donc ça reflète encore une fois une baisse des revenus de conseil et de souscription et ça se tarit donc dans ce secteur-là. Et Goldman Sachs qui d'un autre côté a gagné 3,1 milliards de dollars, soit 8,5 dollars par action, largement mieux que les 2,8 milliards qu'ils avaient fait précédemment, hein. S'en sort quand même pas mal, avec un chiffre d'affaires de 11,9 milliards, malgré tout qui a diminué de 21% par rapport à l'année dernière. Mais c'était au-dessus de ce que les analystes attendaient. Donc, et comme je le dis, voilà, je suis en train d'écouter une vidéo qui est en anglais, qui est assez fastidieuse là-dessus, et puis c'est pas le plus important, mais ils ont parlé de restructurer un petit peu, d'une restructuration. Donc ça peut aller que dans le bon sens. En général, les marchés aiment quand ils entendent le mot restructuration. J'écouterai ce dont il est question, mais c'est pas très important pour nous pour l'instant. Voilà, donc c'était le premier événement qui était important en début de semaine, et comme c'était bon, les banques avaient des résultats plutôt bons. Du coup, les marchés en début de semaine, ma foi, on a bien vu, hein, ils ont repris le lundi, ça a été une journée haussière toute la journée, ainsi que le mardi. On a fait 2 journées in the row, comme on dit, hein, à la hausse, d'accord? Ensuite, il n'y a pas eu énormément de choses très intéressantes au niveau des news. Au niveau des news, le mercredi, on a eu 2 inflations. L'inflation du Royaume-Uni et l'inflation de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'important? On a eu l'inflation au Canada et ce qu'il y avait de très important, c'était le lendemain, le jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est vraiment les 3 choses les plus importantes de la semaine.
Et puis quelques discours par-ci par-là de gouverneurs de banque centrale, d'accord. Bon, on va sur ces news là, ces news que je viens de citer, il y en a eu quelques-unes d'importantes, notamment en ce qui concerne la livre. Mais rien de fou, hein. On va regarder sur l'action des prix ce que ça a donné. Vous allez voir, ça donne rien de fou. Il y a juste la livre qui a eu une inflation à 10,1 alors qu'on l'attendait à 10 et que la précédente était à 9,9. Ça a réagi, hein, si je vous montre la livre. En plus, au niveau du Royaume-Uni, il y a d'autres problèmes, hein, je vais en reparler tout à l'heure. Mais voilà, c'était mercredi, c'était ici, c'était mercredi, non, c'était mardi à 8 heures. Mardi 18 à 8 heures, ici. Hop, c'est cette grosse bougie rouge quand l'IPC du Royaume-Uni est sorti. Voilà. Voilà, donc la livre, ça a été bon, la baisse a continué à l'emporter. Hein. L'IPC est ressorti donc un petit peu plus, a augmenté légèrement plus que prévu à 10,1% sur un an. Les économistes de Reuters y prévoyaient en moyenne une accélération à 10 après 9,9 le mois précédent. Le principal moteur de l'inflation britannique, ça a été alors apparemment le prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Et ça a été une des plus fortes augmentations depuis 1980 quand même. Hein. Les prix dans l'hôtellerie ont également énormément augmenté. Et donc c'est une publication qui met en évidence que l'inflation sous-jacente présente vraiment encore un risque là-bas. Hein. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de soucis en ce moment. Et l'indice des prix à la consommation hors énergie et alimentation a atteint 6,5, son plus haut niveau depuis 30 ans. Donc les Grandes-Montagnes, ils sont vraiment durement touchés par la flambée des prix aussi du gaz naturel, mais ça c'est partout. Hein. Le gaz naturel, ça c'est provoqué par la guerre en Ukraine. Hein. Ça a ajouté au goulet d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et à la pénurie en plus de main d'œuvre. Et le gouvernement a dit qu'ils allaient aider ils allaient aider les gens. Enfin bon voilà. On voit que ça a été un non-événement hein, parce que c'était ici à 8 heures. Il y a eu un petit peu de volume, certes. Les prix ont descendu sud et puis ils étaient déjà en train de descendre sud, hein, donc ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont continué à descendre sud après. Hein. Il y a eu plus de réactions à 14h30 pour les mises en chantier aux États-Unis que pour leur propre inflation à eux. Je vais vous montrer aussi qu'à le même jour à 11h, on a eu l'inflation Europe cette fois-ci. L'inflation Europe, là, ça a été un petit peu moins fort que prévu. Hein. L'inflation dans la zone euro, elle a été légèrement revue à la baisse, légèrement moins élevée en septembre qu'estimé initialement. Et toujours, par contre, ce qui fait qu'elle est très haute, cette inflation, c'est également l'énergie. Et si vous prenez encore une mesure plus étroite qui exclut l'alcool et le tabac, l'inflation n'est que de 4,8%, au lieu des 9,9% en rythme annuel qu'on a eu là. Si vous enlevez l'alcool, le tabac, si vous enlevez l'énergie et les produits alimentaires non transformés, évidemment, on tombe à 4,8. Bon, on peut en enlever beaucoup comme ça. Tout ça montre que c'est beaucoup l'énergie et certains produits de consommation qui font que les prix grimpent énormément en ce moment. On le ressent tous dans nos porte-monnaies. Et quand on regarde l'euro, je sais que c'est un morning meeting états-unien sur les indices, mais j'aime bien parler aussi un peu des currencies. C'est important parce que c'est en lien avec les politiques monétaires dont je parle dans mon contexte politico-monétaire. D'accord, donc faut en parler. Et regardez, donc l'euro à 11h, c'est pareil. Donc le mercredi 19, hein, c'était ça, un mercredi 19 à 11h. No way, hein, on s'en fout. OSEF, il s'est rien passé. Voilà, 11h, ici, même dans les volumes, que dalle. L'inflation Europe, l'euro il s'en fout. C'est à 14h30 qu'il y a eu le plus de réactions et ça c'était quoi? Ici à 14h30, regardez ce gros pic de volume, cette grosse absorption des ventes et ce cette grosse zone là support qu'il y a eu avec de la grosse liquidité ici, c'était les mises en chantier aux États-Unis. C'est les marchés, c'est pour ça que je fais des morning meetings sur les États-Unis parce que c'est vraiment les marchés états-uniens qui font tourner le monde. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre
Oui, ouais, c'est ça. Après, on a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est pareil, hein, je vous en parlais. Ça a été plus tard dans la semaine. Ça a été le lendemain. 214 000. Donc ça, c'était pas mal. Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage. On va regarder sur le SP. Hein, c'était jeudi à 14h30. Je vais charger le SP. En attendant que le SP finisse de charger, le recul des inscriptions à 214 000 aux États-Unis, c'était plutôt une bonne nouvelle. Contre 226 000 révisés la semaine précédente, et c'était après 2 semaines de hausse. Donc, ça fait plaisir. Révisé à la baisse, c'est une bonne nouvelle, tant mieux pour eux. On va voir si ça a eu une action sur les prix. Donc c'était jeudi à 14h30. À mon avis, si mes souvenirs sont bons, oui. Et puis après, on passera à autre chose. On aura fait la revue de ce qui s'est passé dans les news et on passera à autre chose. Donc, il y a eu les ventes de logements existants aussi à 16h le même jour. C'est ça qui a fait surtout bouger. C'était le 20. Voilà, ici. 14h30, le 20 octobre. Voilà. Sur le SP500, juste avant l'ouverture. Bon. Vous voyez, ça n'a pas été fifou. Il y a eu un petit squeeze nord et après, ça a vendu jusqu'à l'ouverture. Et à l'ouverture, on a continué à monter. À 16h, il y a eu les ventes de logements existants qui étaient meilleures que prévu. Et boum, ça a continué à monter, En fait, ça a donné du carburant et du fuel pour continuer à monter, quoi, cette histoire. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc, au niveau du calendrier des news économiques, la semaine qui vient de se passer, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pour ça que la semaine a été très calme jusqu'à vendredi en fait. Là, on a eu une semaine balancée, chose que je prévoyais sur les indices US en tous les cas. On a eu une semaine balancée. Vous voyez, ça c'est le volume profile de la semaine. Ça a été très balancé. D'ailleurs, non, je dis des bêtises, c'est pas le volume profile de la semaine. Le volume profile de la semaine, il commence là. Je vais le faire commencer au bon endroit. Excusez-moi. Voilà. C'est ici, le 17. Hop. Donc vous voyez, c'est une très belle courbe de Gauss, même en volume profile. Ça a été une semaine sur le SP500 extrêmement balancée, sur le Nasdaq aussi et sur le Russell aussi, mais évidemment avec des extensions plus larges, c'est normal. Mais balancé. Et avec vendredi, ce renversement, ici, total de toute la semaine, qui a drifté un petit peu sud comme ça. C'était une balance, c'était pas une balance neutre, c'était une balance un peu sudiste qu'on a retracé entièrement jeudi. Et oui, effectivement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi eu le Beige Book mercredi soir. C'est vrai. J'en avais d'ailleurs parlé. Mais bon, il y a rien eu de fou. Hein. La Réserve fédérale, elle a émis une note de prudence à l'égard de l'économie américaine. Ils affirment que l'économie a connu une croissance modeste, mais que l'inquiétude liée à la récession assombrit les perspectives. Mais ça, on le savait déjà. Les perspectives sont devenues plus pessimistes au milieu des inquiétudes croissantes concernant l'affaiblissement de la demande. Bon, a déclaré mercredi la Fed dans son rapport, dans son Beige Book.
Plusieurs districts ont signalé un ralentissement de la demande de main-d'œuvre, certains notant que les entreprises hésitaient à augmenter la masse salariale en raison des craintes croissantes d'un ralentissement économique. On parle encore, ça c'est le spectre de la récession qui revient, j'en ai déjà parlé. Hein. Voilà, effectivement il y a eu ça. Pour l'instant, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de manière agressive pour tenter de calmer la demande afin de baisser l'inflation à la consommation qui est restée supérieure à 8%. D'accord ? Maintenant, ils ont commencé à parler, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, quel va être le terminal rate. Et il y en a qui ont commencé à dire que il va falloir, même déjà le 2 novembre, à la prochaine réunion, qu'on commence à envisager de parler de jusqu'où on va aller. Voilà ce qu'ils ont dit. Et c'est un peu une des raisons pour laquelle vendredi les marchés se sont envolés, les indices en tous les cas. Je vous ai mis les graphiques des rendements des obligations de vendredi. Toutes se sont cassées la gueule. C'est les courbes, c'est les yield curve, on appelle ça. C'est les courbes de taux. Là vous avez le 2 ans, là vous avez le 5 ans, là vous avez le 10 ans et là le 30 ans. Et toutes à partir dès le début de journée, les taux se sont cassés la gueule. On est passé de 4,62%, 4,63% à 4,48% sur le 2 ans, par exemple. Sur le 10 ans US, celui qu'on suit le plus, on est passé au plus haut de 4,333% au plus bas 4,204%, 4,20%. Donc c'est pour ça, je pense, c'est ce qui explique cet envolée des indices vendredi après-midi. C'est dû au marché obligataire, les rendements, en tous les cas obligataires, qui se sont cassés la gueule. Voilà. Écoutez, voilà. Pour l'instant, ça c'est ce qui s'est passé au niveau du contexte. Si on fait une petite mise à jour du contexte pour la semaine prochaine, on va dire rapidement ce qu'on attend et ce qu'il va falloir surveiller. Voilà, pour résumer un petit peu tout ça, hein, les actions américaines, elles ont enregistré leur meilleure semaine depuis juin après le revirement des obligations, hein, ce dont je vous parlais tout de suite là. Il y a eu une vente massive d'obligations. Qu'est-ce que je dis il y a eu une baisse massive des rendements des obligations. Hein, je viens de vous le montrer. Ce qui a entraîné un rallye sur les indices actions. Les bénéfices, la saison des résultats plus tôt dans la semaine avait donné plutôt un bon début, mais en fin de semaine, on a eu par exemple Verizon qui a raté les estimations. Les actions d'Amex aussi se sont effondrées après que la société ait mis de côté plus pour les créances douteuses que ne le prévoyaient les analystes. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu le yen, la devise japonaise, qui s'est envolée vendredi face au dollar parce que les autorités de la BOJ sont intervenues. Regardez le yen, je vous le montre. Ça a été impressionnant. Bon, le yen, il s'est cassé la gueule toute la semaine. Comme je vous l'avais dit, ça fait 3 semaines que je vous le dis, il faut le vendre, super. Et vendredi, bam! La BOJ est intervenue et voilà ce que ça a donné. Le yen s'est un peu repris. Ils étaient intervenus ici aussi, vous voyez là, en début de semaine, ça s'était un peu repris, mais là vendredi c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Hein. Ce qui fait que ça donne sur l'hebdomadaire, ça donne un chandelier, un doji comme ça. Le yen marque une pause dans sa longue descente aux enfers. Ok. Ensuite, il y a eu le discours de la Fed. James Bullard, il a déclaré que la vigueur du marché du travail américain donne à la Banque centrale plus de marge pour augmenter les taux d'intérêt. Une autre hausse de 75 points de base est tout sauf un verrou. Lui, il voit ça, encore 75, encore. Après ceux qu'on va mettre là. Hein. On va mettre 75 bientôt, et il reveut encore 75 après. Afin qu'elle puisse ramener l'objectif de l'inflation, à l'objectif de 2%, relativement rapidement. Alors, sa collègue Marie Daly, elle s'appelle, a déclaré que les gouverneurs et les décideurs devraient commencer à planifier une réduction plutôt
de l'ampleur des augmentations de taux, tout en réitérant que des taux élevés à 5% l'année prochaine, comme ils semblent tous le vouloir, était une assez bonne indication de l'évolution des choses. Certes, mais que ça commençait à faire beaucoup. Et on a eu d'autres personnes qui ont averti, comme Larry Summers, a déclaré que toujours les mêmes, les décideurs politiques, les gouverneurs et tout ça, devraient tenir compte des leçons du passé et de la récente crise britannique, et que ce serait une véritable erreur d'aller trop loin dans le terminal rate. D'accord ? Il y a eu aussi toute cette histoire, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, sur le problème de liquidité sur les taux et la volatilité que ça entraîne. Mais il n'y a pas que sur les taux, je trouve que sur les indices c'est pareil, il y a de moins en moins de liquidité et ça entraîne beaucoup de volatilité. Alors, les commentaires de James Bullard, justement, en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale de la semaine dernière, ça rappelle quand même de manière flagrante pourquoi les responsables de la Fed, selon moi et selon certains journalistes, devraient fermer un peu leur gueule. Parce que ils parlent un petit peu trop à tort et à travers, et ils ont un pouvoir immense, ils s'en rendent pas toujours compte, et ils partagent leurs idées à chaque fois qu'on leur tend un micro, et ça fait tellement bouger les marchés à chaque fois. C'est insupportable. Donc, qui ferment un peu leur tronche et qui se contentent de faire leur boulot et puis et de parler quand on leur demande de parler au moment des réunions, quoi. C'est ce que beaucoup de gens pensent sur les marchés. Ça commence à être un peu fatigant, tous ces gouverneurs qui parlent à tort et à travers. Et vous avez vu sur un calendrier économique, il n'y a pas un jour où il n'y en a pas un ou deux qui parlent. Voilà. Quoi d'autre ? Donc, comme je viens de vous dire, les responsables américains, ils s'attendent à un débat sur le pic des taux, sur le terminal rate, et sur le moment de ralentir les hausses officielles. Ça fait 15 jours, 3 semaines que j'en parle. Le fait pivot, on commence à en entendre parler de plus en plus. Le yen, je viens de vous le dire, il s'est envolé parce que la BOJ commence à intervenir massivement. Ce vendredi encore de renversement qui était magnifique. Je résume à la semaine. Voilà. Maintenant, on attend la réunion du 2 novembre. Vraiment, on est focus là-dessus. Et je vais regarder un petit peu ce qu'il va y avoir la semaine prochaine dans le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à finir vite fait de dire sur la semaine dernière? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Je résume. On a eu une semaine de morosité. À cause de l'inflation et des banques centrales, et ça s'est transformé en une journée, en une semaine positive pour pour les indices actions. Et les actions ont le plus bondi en 4 mois, alors que les preuves montraient que les gestionnaires de fonds actifs étaient très inquiets de manquer un rallye hivernal. Et d'un coup, ça y est, l'optimisme revient. Alors, je pense aussi qu'il y a ce fameux phénomène de rallye de fin d'année. Je voulais en parler. Traditionnellement, vous savez, il y a ce fameux rallye de fin d'année et je pense qu'il y a une espèce de FOMO à ce sujet-là et je pense que les investisseurs institutionnels ont peur de rater quelque chose et c'est aussi pour ça qu'ils rentrent parce qu'on a vu quand même, faudrait que je retrouve l'information, il y a cette peur de rater ce rallye et que de ne pas y participer. Alors que là, c'est une année de baisse et ça pourrait être l'occasion de se refaire un petit peu un beau rallye haussier de fin d'année. Ils n'ont pas envie de le rater, si vous voulez. Et la plupart des gestionnaires de fonds sont conscients qu'une hausse saisonnière en fin d'année, en général, arrive probablement, c'est très 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 souvent, et donc ils n'ont pas envie de la rater. Et ça pourrait aller ça pourrait vraiment les aider, quoi. Ça pourrait être très bon pour eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu les indices aussi s'envoler le SP500, il a fait plus de 4,75% sur 5 jours. C'est quand même incroyable.
Et c'est aussi pour ça que maintenant, on peut affirmer qu'une campagne de resserrement anticipé, resserrement monétaire anticipé pourrait signifier une fin plus précoce du cycle. Cela donnerait un peu de répit aux valorisations des actions qui, d'une certaine manière, sont tombées au plus bas niveau depuis 2010. Alors, Alicia Levine, qui est responsable du conseil en actions et marché de capitaux pour une boîte qui s'appelle BNY Mellon Wealth Management, dans une interview sur Bloomberg TV, disait que si vous pensez que nous nous dirigeons vers une récession au premier semestre de l'année prochaine, vous vous retrouverez éventuellement avec des rendements plus faibles et cela, d'une manière étrange, va soutenir le marché. C'est vrai. Pour un large éventail de gestionnaires de fonds qui ont réduit leurs avoirs en actions et levé des liquidités à un niveau record en 2 décennies en prévision du pire résultat qui pourrait se produire, le plus grand risque viendrait en fait d'un marché haussier et ils veulent pas le rater. Donc, dès qu'il y a des signes de rebond, et là, il y a des signes que le rebond des marchés ces derniers temps peut peut-être éventuellement s'envisager, et ben, il y a des investisseurs institutionnels qui montent dans le bateau, quoi, ils foncent. Sur le marché des options, on remarque également l'intérêt pour les calls qui augmente. Les options d'achat étaient si demandées cette semaine-là que le coût pour ceux liés au plus grand fonds négocié en bourse qui suit le SP500 est tombé au plus bas niveau depuis 2014 par rapport aux options de vente baissière, les puts. J'ai un petit graphique à vous montrer à ce sujet-là. Voilà. La communauté des investisseurs est sous-investie et pourrait avoir un positionnement plus haussier pour se protéger contre un mouvement de panique à la hausse. Vous voyez, on en vient à parler de ça. Regardez ce petit graphique, upside call, les mecs sont en train de se charger les poches en call. Ok ? Tout ça, c'est à noter. Hein. Ce sont des petits indices. Depuis la semaine dernière, je vous disais... je suis pas un chasseur de bottom ou un chasseur de top, non. Je suis un trader, donc mon métier, c'est d'anticiper. D'accord ? Donc j'essaye de voir un petit peu tout ce qui peut se produire et tout ce qui est dans la tête de tous ces gens. Et j'essaye de l'analyser. Vous comprenez ? C'est mon travail. Là, on parle du contexte. Après, on va regarder la structure, on va regarder nos graphiques après. Et comme je vous le dis, je vous le redis encore une fois, les perspectives de bénéfices sont essentielles, là, dans le cas présent, pour déterminer si les actions sont en train de toucher le fond ou pas. Morgan Stanley l'a affirmé, ils affirment que les résultats du troisième trimestre entraîneront des mouvements d'action à court terme. Des bénéfices résilients pourraient repousser le débat sur les bénéfices à janvier. Donc, et le rebond des actions américaines cette semaine alimente une dispute qui a fait rage toute l'année à Wall Street. Quand ce marché baissier va-t-il prendre fin ? Et c'est cette saison des résultats qui est en train de battre son plein et on va regarder tout à l'heure ce qui arrive la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Il y a du lourd qui arrive dans les saisons des résultats. Attention, vous allez voir, c'est cette saison des résultats en particulier qui revêt une importance car elle pourrait façonner l'avenir des indices et des obligations. Elle pourrait façonner le débat entre les haussiers et les baissiers. Donc, c'est vraiment des résultats solides et des prévisions stables pourraient suggérer une correction plus modérée des bénéfices ou au moins repousser le débat sur les bénéfices jusqu'à la saison des rapports du 4e trimestre de janvier. D'accord ? Cependant, une forte réduction des estimations des bénéfices pourrait signaler des réductions significatives des bénéfices et une éventuelle récession. Et ça, les marchés n'en veulent pas. Il y a Michael Wilson, ce mec travaille chez Morgan Stanley et c'est un baissier bien connu du marché boursier. Il a d'ailleurs prédit plein de choses et notamment il a prédit la chute de cette année. Il l'avait dit qu'en 2022 les marchés baisseraient. Il a déclaré lundi que les actions américaines étaient mûres pour un rallye à court terme en l'absence d'une capitulation des bénéfices ou d'une récession officielle. Cela pourrait conduire au rebond du SP500 à 4150. Je vous montre son petit graphique, c'est très intéressant. Voilà. Lui, il voyait, alors c'est Mark Wilson, hein, c'est un mec qui est super connu. Hein. Lui, il voyait le bottom vers 3000, 3002 là, ici, sur le SP500, et il projetait les prix vers 4100, 4150. D'accord ? Donc là, pour l'instant, on est ici, on est en train de faire un petit bottom ici. On est au milieu de son truc. D'accord ? Pour lui, on va se diriger vers 4000, 4150, ici.
Et avant, on va se diriger vers 3000, 3002. Ça, c'est pas sûr. Mais voilà, c'est quand même un mec qui avait prédit l'année 2022 qu'on vient de vivre. Les gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America, eux, ont le sentiment sur les actions et la croissance mondiale Pour les gestionnaires de fonds interrogés par Bank of America, le sentiment sur les actions et la croissance mondiale crie la capitulation macro, ouvrant la voie à un rallye des actions en 2023. Ça, c'est les stratèges et les gestionnaires de fonds qui ont été interrogés par Bank of America qui nous disent ça. Voilà. Écoutez, moi, tout ce que je vois, s'il y a encore beaucoup de risques liés à la politique et à la géopolitique et aux politiques monétaires, pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de bottom, c'est trop tôt, mais soyons open mind. Soyons open mind parce qu'effectivement, et suivons cette saison des résultats. Suivons cette saison des résultats. C'est vraiment soyons attentifs à ça, soyons attentifs à la prochaine réunion de la Fed et à toutes les réunions d'ailleurs, et aux résultats de l'inflation et du marché de l'emploi. Écoutez, pour l'instant, je vais faire une pause, je vais reprendre plus tard. Alors, pour la semaine prochaine, ce qui va être le plus important, les amis, c'est les bénéfices des grosses capitalisations du Nasdaq qui arrivent là. On a Apple, Microsoft, Alphabet, donc Google, Amazon, qui publient la semaine prochaine leurs résultats. Je vous montre. On a Microsoft après la clôture mardi. Meta après la clôture mercredi. Amazon après la clôture jeudi. Alphabet mardi après la clôture. Ça donne le tournis. J'adore cette période-là. Et moi, je peux vous assurer que sur le Nasdaq, quand c'est Intel, jeudi après la clôture, sur le Nasdaq, alors c'est 20% du poids du SP500 et c'est à peu près un tiers du Nasdaq, hein, toutes ces entreprises-là. Alors je trouve pas Apple, alors c'est peut-être pas la semaine prochaine Apple, pourtant. Ah si, Apple, jeudi. Apple. Écoutez, c'est ce qu'il y a de plus important. Le rapport sur des bénéfices de ces grosses capitalisations boursières, qui, je le rappelle, sont les plus grosses. Et si je vous remontre la map, je ne vais pas vous la remontrer, à moins que je l'ai là sous la main. C'est impressionnant, on voit tout de suite, regardez. Voilà. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, c'est Meta, c'est un tiers du SP500 et du Nasdaq. C'est impressionnant, d'accord? Et elle publie la semaine prochaine. C'est ça qui va donner le ton à la semaine. Les indices vont se planter si elles se plantent. Les indices vont continuer à monter si elles ne se plantent pas et que les résultats satisfont les investisseurs. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi j'adore. J'adore. Et à chaque fois c'est en after close. C'est-à-dire c'est entre 22h et 22h05. Je filme à chaque fois et je trade à chaque fois. Que ce soit Alphabet, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple. Alors, il y en a qui bougent plus que d'autres. Apple, ça bouge de folie. Alphabet et Meta, ça bouge de folie. Microsoft aussi, hein. Mais il y en a qui bougent plus que d'autres. Apple, c'est la folie. J'adore. Je me mets sur le Nasdaq et je le trade. Et c'est un bonheur à chaque fois. Franchement, c'est un bonheur. Et après, dans les jours qui suivent, ça donne le ton. Parce que ces grosses caps, c'est l'indice. C'est elles qui font l'indice. Et si elles s'en sortent, et si elles arrivent à avoir de bons résultats, le spectre de la récession va s'évanouir. Et par contre, si c'est pas le cas,
le spectre de la récession va revenir, et alors là, attention, attention. On va regarder tout à l'heure sur la structure du terrain ce que peuvent donner les différents scénarios en fonction des résultats de ces grosses capes. Mais c'est ça qui va donner le ton la semaine prochaine, parce que le calendrier, ma foi, il y a des choses importantes. Hein. Le calendrier, on va regarder, je vais vous le montrer. Alors, voilà, le calendrier de la semaine prochaine. On va faire un petit zoom. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important la semaine prochaine sur le calendrier? On a le PIB chinois lundi dans la nuit. Ok, c'est la nuit, donc pour ceux qui traitent pas la nuit, vous verrez les résultats sur l'action des prix le lendemain matin. Mais c'est important. On a, je vais le mettre en bleu, plusieurs banques qui publient leurs taux et leurs rapports sur les taux. On a la Banque du Japon, la BOJ, vendredi. On ne sait pas trop, hein, c'est dans la nuit, on ne sait pas trop à quelle heure. C'est une heure, on ne sait jamais trop à quelle heure c'est. Il faut surveiller entre 3 et 5 heures. On a la BCE, jeudi, à 14h15. Décision sur les taux. On a le Canada, mercredi, décision sur les taux, à 16h. Et voilà, pour les banques centrales. Pour le PIB, donc il y a le PIB de la Chine, il y a le PIB du Canada vendredi à 14h30, et le PIB des USA jeudi à 14h30. Il y a 3 PIB. Et dernière chose très importante, PCE Core. On a le PCE Core ici des USA à 14h30 vendredi, indice des prix à la consommation des ménages, et les commandes des biens durables, ça c'est important, mais ça n'a pas tellement d'incidence sur les prix. Donc c'était le PCE Core vendredi, là, très important, à 14h30, dont je voulais parler. Et la dernière chose, c'était la confiance des consommateurs à 16h mardi, et les promesses de vente. Il y a les promesses de vente vendredi et les ventes de logements mercredi à surveiller aux États-Unis, parce que l'immobilier, c'est très important. La confiance des consommateurs et l'immobilier, les ventes de logements et les promesses de vente de logements dans le futur, très important pour savoir si les consommateurs sont confiants ou pas. Voilà, donc il y a beaucoup de banques centrales qui publient leur politique monétaire, il y a beaucoup de PIB, et il y a beaucoup de news sur la confiance des consommateurs. Ok ? Donc ça aussi, ça va pas mal driver les marchés. Donc la semaine prochaine, ça va être une... quand je vous dis qu'on est dans un... attendez, regardez, je vous montre un truc. Regardez le PIB qu'on a eu... c'était le 26 octobre 2022. On a eu un switch. Le PIB américain, il était négatif, d'accord, depuis 3 mois, et d'un coup, il est passé de négatif à positif. C'était le 26 octobre. Regardez ce que ça a donné, et regardez là, on est négatif, hein, d'accord. Donc si jamais on passe très positif, comme on était passé là, ou très négatif, comme on est à peu près à l'équilibre là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les marchés vont driver, hein, c'est sûr. Ça, c'est le PIB, hein, je parle du PIB. Je vous montre ce que ça a donné sur les prix le 26 octobre 2022, ce switch de très négatif à très positif. Je vous montre ce que ça avait donné, pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire. Voilà, 14h30, c'était ici, pouf, switch du PIB de très négatif à positif, et bam, plein nord. Pareil pour le PCE Core. Le PCE Core, il y avait eu un switch, je vais vous montrer.
le PCE Core, le 30 juin, il y avait eu un switch. Voilà. On était passé de très négatif, ici, à positif. OK? Et attends, non, c'était le 30 juin. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Ce que je voulais vous montrer, c'est ici, le 30 juin 2022. C'est très récent, en fait. Ici. On a eu un pic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépassé ce certain niveau. Et le mois dernier, on est revenu à ce pic. D'accord? C'est un pic en juin 2022. Quand on y est revenu, je vais vous montrer ce que ça a donné. Boum. 14h30. Ici, sell-off. C'est-à-dire que quand on a vu un pic, on a revu le pic ici, qu'on avait eu ici, sell-off. Alors, imaginez si jamais, imaginons qu'on revoit le pic ici, qu'on revienne à ces niveaux-là, par exemple. Imaginez, on ne sait jamais. Ça peut, hein. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment. Et le PCE Core, bah, c'est les prix. Le PCE Core, je vais vous donner la définition exacte. Le PCE Core, c'est l'indice des prix de base de la consommation des particuliers. D'accord? Donc, il s'agit d'un outil pour mesurer les variations des tendances d'achat et de l'inflation. Donc attention, si celui-ci augmente encore, on peut avoir un gros sell-off sur les marchés. Voilà, le calendrier aussi est très chaud. Donc semaine prochaine, très très chaud, calendrier, politique monétaire, Banque du Japon, Banque du Canada, Banque Centrale Européenne, la Fed, non pas la Fed, pardon, c'est tout, Banque Centrale Européenne, qui publient leurs décisions monétaires la semaine prochaine. On a les PIB des États-Unis, PIB de la Chine, PIB de l'euro, je crois, de l'euro. Et on a des stats sur la confiance des consommateurs et sur les ventes de logements futures et présentes. Plus les plus grosses capitalisations boursières mondiales du S&P 500 qui publient leurs résultats. C'est une foutue semaine, les gars. Une foutue semaine. Et maintenant, on va voir notre terrain de jeu. On va voir la structuration du terrain et on va voir les possibles scénarios d'action de prix. Dans un tel contexte. Très très chaud. Petite vue sur le market braise avant de passer à autre chose. Donc on voit que les indices restent bien contenus, hein, c'est ce que je vous dis. On est en train de faire un bottom. Bon, ça peut repartir au sud à n'importe quel moment. Hein, ça c'est très data dépendant, je vous le répète. Mais pour l'instant, ils tiennent. Et il y a 3 semaines, je vous avais dit, le Russell c'est le plus fort. Il avait donné un signal. Hein, il tenait vraiment. Et il a donné le signal du maintien. Hein. Effectivement, c'était le pré-signal. Ça fait 3 semaines que les indices tiennent. Ok. Bon, alors, juste pour dire, le VIX a baissé. Hein. Le VIX a baissé. Le put-call ratio a baissé. Et par exemple, si on regarde les New 52 week high du NICE, ça explose à la hausse. Tout ça, ça va dans le sens d'un sentiment de marché plus enclin au risque. Et d'ailleurs, souvenez-vous, la semaine dernière et la semaine d'avant, le Fear and Greed Index était en extrême fear. Eh bien, regardez, on est passé à neutre. Le Fear and Greed Index, l'indice de la peur et de la cupidité, calculé par le CNN Business, est passé à neutre. Et ça,
Alors, c'est quels éléments qui sont passés à neutre, qui ont fait que c'est passé à neutre? C'est le put call, le ratio, qui a baissé énormément. Le VIX, qui a baissé énormément. La demande de rendement, la différence pardon, de rendement entre les actions et les obligations sur 20 jours démontre une cupidité extrême, donc un appétit pour le risque, donc pour les indices. Et la demande, l'écart de rendement entre les jug bonds et les investment grade, les obligations d'État, montre que on a un appétit pour le risque également. Donc, on est passé à neutre. Souvenez-vous, il y a 15 jours et il y a 3 semaines, on était là, dans extrême fear. Et là, on passe à neutre. Donc, tout ça, ce sont des petits signaux avant-coureurs du fait qu'on pourrait voir un rallye haussier de fin d'année. Attention, risque haussier pour ce rallye de fin d'année. Maintenant, je répète, la semaine prochaine, c'est la cohue des banques centrales qui vont causer. C'est la cohue des grosses capes boursières qui vont causer, les technos. Et ça peut chahuter les marchés dans tous les sens. Donc, méfiance. Si les nouvelles sont pas bonnes, ça peut laisser tomber le rallye aussi. Hein. C'est plus la peine. Hein. On n'y pense plus. Hein. Mais par contre, si les nouvelles sont bonnes... Moi, je vous dis, j'ai un objectif. Je suis peut-être un peu fou, hein, mais je vois 4000, 4150. Hein, si jamais c'est le rallye haussier qui est choisi, je vous montre un graphique. Regardez, c'est pas loin. Hein. Honnêtement, c'est un graphique weekly. Regardez, là par exemple, une phase, là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Regardez, là, on était passé de la VAL annuelle, ici, à 3827, en 4 semaines, 1, 2, 3, 4, au VWAP annuel qui était à 4109. On était passé de 3827 à 4109, donc de ici à ici, 4002 même, en 4 semaines. Et là, on est au même endroit quasiment. Et dans 4 semaines, on pourrait très bien se retrouver ici, VAL annuel -1 ou VWAP annuel, c'est-à-dire entre 4000 et 4100, même voire 4002. Hein. Ça peut se faire, aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Bon, pour en finir avec le contexte, et après on passera au graphique, c'est promis, c'est juré. Je vais terminer avec en vous lisant un article là, et puis en faisant un point sur les risques géopolitiques, hein, rapide. Juste, je voudrais que vous fassiez, qu'on lise ça, enfin, rapidement ensemble. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la prochaine étape pour les actions? Surveiller le dollar américain et les rendements obligataires. C'est ce qu'il va falloir faire. La direction du dollar américain et des rendements obligataires peuvent offrir les meilleurs indices sur ce qui va se passer du côté des actions dans les semaines et les mois à venir. Je suis absolument d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que la reprise du dollar ralentit la demande de produits et services américains à l'étranger. On le ressent tous. Hein. Je me souviens quand j'achetais un truc 200$ à l'époque, c'était 150 euros. Si vous faites des resets avec des propres firmes, 100$ le reset à une époque c'était 80 € sur votre compte qui était prélevé. En ce moment c'est 107 €. C'est plus pareil. Donc vous voyez ça fait un peu mal au cul. Et donc le fait que le dollar se soit violemment repris ces derniers mois et dernières semaines, ça fait mal au cul et ça ralentit donc la demande de produits et de services américains à l'étranger. La conversion des ventes à l'étranger en dollars américains se traduit par des bénéfices plus faibles pour les entreprises, donc du coup. Ensuite, les rendements, la hausse des rendements obligataires
est en concurrence avec les actions, évidemment, si vous avez un 10 ans US à 4,5% de rendement, les gars, ils vont mettre les investisseurs institutionnels, ils vont mettre leur argent, leurs centaines de millions dessus, plutôt que sur des actions qui sont beaucoup plus risquées. C'est normal, puisque le 10 ans US, ou le 30 ans US, ou le 5 ans US, c'est ce qu'il y a de plus sûr au monde. Et si on est au-delà de 4%, c'est bon. Moi, si j'ai des centaines de millions à poser, je les pose là-dessus, je me fais plus chier. C'est normal. Un taux de rendement sans risque plus élevé oblige les modèles de valorisation à pénaliser les actions, c'est ce que je viens de vous dire. En gros, c'est ce que je viens de vous dire. Et des rendements plus élevés augmentent aussi, et ça c'est important, les charges d'intérêt variables tout en ralentissant la croissance des revenus. Évidemment, tout ce qui est crédit à taux variable, ça commence à étrangler les entreprises et les particuliers. Bon. Donc, il faut surveiller le dollar et les rendements obligataires. Le dollar, c'est vraiment un moment clé en ce moment. Si vous regardez le graphique du dollar ici en weekly, on est juste en dessous 114 $. C'est en hebdomadaire, ça. Et on est en train de se prendre une résistance dans la binette. Si on reste en dessous des 114 là, et que potentiellement le dollar commence à faiblir, ça pourrait être intéressant pour les actions. Parce que je rappelle que les actions sont anticorrélées au dollar, d'un coefficient d'à peu près 0,44. D'accord? Elles sont anticorrélées, les actions des indices US sont anticorrélées au dollar. Si on regarde ce graphique en mensuel, on se rend compte qu'il y a une super résistance à 114-115, je viens de vous le dire, ici, mais qu'il y en a une aussi encore plus importante vers 120. Donc le dollar, il risquerait d'avoir de toute façon des problèmes d'ici quelques temps, à continuer à monter. Donc, on le surveille parce que les indices sont anticorrélés au dollar. Si le dollar se met à baisser, les indices actions vont remonter cette fois-ci. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que l'article nous raconte également? Donc, que nous sommes à un moment clé pour le dollar américain, je viens de vous le dire. Ok, d'accord. Ils ont fait un petit graphique, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Ils vous le disent là, le dollar il est inversement corrélé aux actions et la corrélation négative est de 0,44 entre le rendement quotidien entre le dollar index ETF et le SP500 ETF SPY au cours des 12 derniers mois. Pour rappel, une corrélation de -1 indique que les deux se déplacent l'un en face de l'autre et qu'une corrélation de +1 signifie qu'ils se déplacent en parallèle. On est à 0,44, d'accord? Donc c'est une anti-corrélation. Ok. Ensuite, pour les bons du trésor, c'est ce que je vous disais au début. On a des bons du trésor avec des rendements à 1, 2 ans entre 4,5 et 4,55. Donc ça, tant que ça sera le cas, les gros investisseurs, ils poseront leur argent là-dessus. Si les rendements baissent, et ça va être surtout valable pour des actions comme les technos qu'on va voir la semaine prochaine, là. Si les rendements baissent, les gros investisseurs vont commencer à replacer leur argent sur les actions. Et ça, c'est un point clé également. Les impacts négatifs associés à des rendements élevés attirent l'argent des actions tout en pesant sur la croissance des bénéfices des entreprises. D'accord? C'est mauvais pour les actions, c'est mauvais pour la croissance des entreprises. À court terme, l'intérêt des nouveaux acheteurs à la recherche de rendement et des conditions de survente profondes pourrait signifier que les prix des obligations se redressent et que les rendements reculent. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, une baisse durable pourrait obliger la Fed à cesser de relever ses taux, ce qu'elle n'a pas encore signalé. Pour l'instant, l'outil FedWatch que je vous montre souvent montre encore que pour la réunion de novembre et la réunion de décembre, les marchés pensent qu'il y a une probabilité de 98 et de 75% que les marchés augmentent les taux de 0,75 points de base. Bon.
De plus, la Fed continue à réduire le nombre de bons du Trésor à son bilan, créant ainsi un obstacle à la baisse des taux. Depuis la semaine dernière, la Réserve fédérale détient 5,6 billions de dollars en bons du Trésor, ce qui reste nettement supérieur aux quelques 2,3 billions de dollars détenus à la fin de 2019, avant sa frénésie d'achat à l'ère Covid. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire que les rendements obligataires vont baisser. Mais on surveille, parce que le jour où le dollar va baisser et les rendements obligataires vont baisser, les actions vont exploser à la hausse. Et notamment les technos. Alors, les technos qui ont leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, je le rappelle. Tout ça pourrait rentrer en... Ça pourrait, au final, s'entrechoquer dans les semaines qui viennent pour faire une bonne petite mayonnaise qui va prendre, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Rapidement, je vous rappelle qu'il faut aussi que vous ayez un œil sur ce mec, Poutine, qui cible des civils ukrainiens en ce moment, faut avoir un œil sur la géopolitique. Tout ce qui est Russie, Ukraine, ok, c'est chaud, vous surveillez. Mais il n'y a pas que ça. Dans la région, tout est chaud. Dans cette région-là, on n'en a pas parlé beaucoup. Il y a un pays qui s'appelle l'Arménie et un autre qui s'appelle l'Azerbaïdjan qui sont en train de se faire la guerre là en ce moment. C'est deux pays qui s'aiment pas du tout. D'accord? C'est juste à côté de la Turquie, c'est juste à côté de la Russie, c'est juste à côté de l'Ukraine. Et devinez quoi? L'Azerbaïdjan nous fournit en gaz et en pétrole. Donc, c'est très très chaud. Et ces deux-là sont en train de se faire la guerre. L'Arménie, pays catholique, Azerbaïdjan, pays musulman. Regardez une autre carte. Voilà, le corridor gazier sud-européen. L'Azerbaïdjan est là et le gaz passe par le sud de l'Europe pour venir vers l'Italie et la France. Ce qu'on appelle le corridor sud-européen. On surveille ça de très 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 près. Encore une autre carte, une dernière. Si je la trouve, je crois que celle-là je vous l'ai montré. Celle-là je vous l'ai montré. Ça c'est pas. Oui, celle-là je vous l'avais déjà montré. Mais voilà, je vous la remontre une fois encore. C'est aussi, notamment maintenant, il faut aussi surveiller la Turquie. Je vous l'avais dit la semaine dernière, parce que la Turquie et l'Iran sont deux pays qui sont dans cette région chaude, et la Turquie est là, l'Iran est là, et l'Iran soutient l'Arménie et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Et ils sont tous les deux sur la route du gaz et du pétrole vers l'Europe. D'accord? Et tous à côté de l'Ukraine et de la Russie. Donc on les surveille. C'est une région super chaude. Moi, je surveille tout ce qui se passe. Je tape régulièrement dans Google des mots-clés. Ukraine, Turquie, Iran, Azerbaïdjan, Arménie, gaz, pétrole, guerre. Et je surveille au jour le jour. Je ne veux pas me faire avoir. Et dans Mascoc, c'est pareil. Je surveille sur des risques géopolitiques qui pourraient arriver de n'importe quand comme ça et faire sauter les marchés, quoi. Autre chose, on surveille la Chine. La Chine, je vous rappelle qu'ils avaient reculé leur PIB et la semaine prochaine, ils dévoilent leur PIB. Je crois que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, hein, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je vais vérifier. Il faut vraiment surveiller. Xi Jinping, alors je vous cite ce que Bloomberg en dit, est sorti du concours politique soigneusement orchestré de ce mois-ci, plus fort que jamais. 3e mandat assuré, rivaux écartés et alliés ascendants. Mais des moments impromptus indiquent des dangers à venir. La Chine aussi, c'est un point chaud. Hein, des dangers à venir pour le président chinois de plus en plus puissant. Ok. On va avoir le PIB chinois, je crois, qui va sortir bientôt. Et la Chine, voilà, c'est marqué là, a retardé la publication des données sur le produit intérieur brut comme prévu la semaine dernière. C'est une décision sans précédent que les analystes ont attribuée
au conclave à enjeu élevé. Les responsables qui devaient signer les chiffres assistaient au congrès et ne pouvaient pas communiquer à indiquer une source. De telles surprises sont susceptibles d'augmenter à mesure que les pressions augmentent sur l'économie. De plus en plus, il n'y a qu'un seul homme à blâmer. Apparemment, à mon avis, il parle de Xi Jinping. Bon, écoutez, donc on surveille la Chine également, leur PIB et leur politique et leur homme fort, là, le Jinping. Bon, j'en ai fini avec le contexte. Géopolitico-monétaire, machin truc, bidule chouette. Ok, on y va sur les graphiques. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est vrai, je le jure. Croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Alors, voilà une vue du SP500 en 30 minutes. Alors, vous avez plusieurs blocs. Vous avez ici, c'est la semaine qui vient de se dérouler. Ici, la semaine précédente. Ici, la semaine encore précédente. Et ici, la semaine encore précédente. C'est en fait, ce gros bloc-là, c'est le bottom qui est en train de se former. Si je vous mets un graphique en daily et en weekly, vous allez voir. En fait, ça c'est un graphique en weekly, c'est ce que je vous ai montré en 30 minutes, c'est ce bottom qui est en train de se former sur la moyenne mobile 200, là, et cette grosse vallée à 3558,75. Ok? Si je vous mets le daily, voilà, c'est ce bottom là. Ok? Bon. Retournons en 30 minutes pour avoir une vision un peu plus affinée. Ça, c'est le volume profile. Ça, là, c'est le volume profile du bottom entier. Déjà, il a un delta positif, 20 161 plus 20 161. Donc, le delta le delta de ce bottom est positif, ce qui est important. Ça veut dire que les acheteurs market l'emportent sur les vendeurs. On a un delta positif sur le bottom. D'accord? C'est important quand même à signaler. Certes, mais c'est pas suffisant pour se dire que ça va monter. Hein. Il y a beaucoup de choses dont je vous ai parlé dans le contexte qui font qu'on on espère on a des risques haussiers, mais ça peut aussi baisser. Bon, déjà, le fait qu'on ait un gros delta bien positif dans ce bottom, là, c'est plutôt sympa. Ok. Maintenant, pas de boule de cristal. Mais par contre, on peut envisager les différents scénarios. Alors, je vous ai mis en rose les niveaux au sud, ici. Je vous rappelle que les prix sont là. On a clôturé ici dimanche soir. On est ici. Hein. Je fais la croix que je mets là, c'est là où on a clôturé dimanche soir. Ok, on est ici. D'accord. Donc on va ouvrir. Oui, on va vendredi soir. Pardon. Donc on va ouvrir ici dimanche soir. D'accord. Plus ou moins un gap up ou down ou pas de gap d'ailleurs. Il peut très bien ne pas y avoir de gap. On va ouvrir ici, aux alentours de ce pic en fait ici. Hein. On va ouvrir ici, d'accord? Donc je vous ai mis au sud les niveaux qui sont importants pour moi. Ceux qui sont en pointillé sont moins importants que ceux qui sont en très plein. Donc vous voyez, vous les notez. Vous faites un zoom, je vous ferai un zoom si vous voulez sur la vidéo. Vous avez tous les niveaux qui sont notés sur le côté là, au sud, et tous les niveaux au nord. En fait, ce sont les pics, ce sont les gros pics. Parce que les prix ont tendance à être aimantés par les pics. Les creux comme ça, hein, comme un creux comme ça, en général, ça a tendance à créer un vide, à faire que les prix passent dedans assez rapidement. Et en général, on va d'un pic à un autre assez rapidement. Les pics attirent les prix. Et quand on est sur un pic, ça aimante. Donc on peut scalper. D'accord? Un creux, une vallée, ça peut se scalper aussi, ça peut se fader. Il y a une réjection, souvent, à la première touchette. Mais un pic aussi.
Et c'est pas que les pics, c'est pas seulement une touchette. Les pics, souvent, on s'arrête dessus un moment, on peut faire du scalp. Et ce sont des objectifs. C'est pour ça que je vous les ai notés. Il y a des magnifiques pics au nord et au sud. Donc, sous un prisme volume profile, ce bottom, s'il devait se régler à la hausse la semaine prochaine, on aurait, selon moi, dimanche soir, une ouverture donc ici, autour des 3760, ici, là, autour de ce pic ici. Il faudrait passer cette zone, ce qui ne serait pas une mince affaire, parce que en fait, c'est le haut swing, on va appeler ça la ligne de coup de ce bottom, hein, d'accord? Ici et ici, on va faire un rectangle, ça va être encore plus simple. Voilà. Cette zone, entre 3820 et 3770, c'est l'endroit dont il va falloir qu'on s'affranchisse à la hausse si on veut continuer plus haut. Donc dimanche soir, on va ouvrir sous cette grosse zone. Le scénario numéro 1, dans l'attente et des résultats des technos et des discours des différentes banques centrales et du PIB chinois et des chiffres à la consommation et des ventes de logements et compagnie aux USA et des inscriptions hebdomadaires au chômage, on devrait rester là-dessous. Si les chiffres sont bons, s'en affranchir. Alors, ouverture dimanche soir, soit on s'en affranchit direct, on continue à monter. Dans cette zone-là, on tergiverse un petit peu et hop, premier objectif, les 3873,75 ici, ce gros pic-là. En fait, c'est le scénario haussier. Et ensuite, on pourrait tergiverser un petit peu autour. Et deuxième objectif, intermédiaire 3926 et ensuite 3951 ici. Ça, c'est le scénario volume profile numéro 1. Si jamais les résultats, si tout est bon, si tout est aligné, d'accord? Si il y a un scénario plus neutre qui serait ni baissier ni haussier, mais qui serait ouverture dimanche soir. Donc ici, on se cogne cette zone, ça ne passe pas, on tergiverse, on redescend un peu. Vous voyez, il y a un petit vacuum ici, hein. Donc on redescend dedans, d'accord? Ok. Et on va là ici au 3707, résultat intermédiaire, target intermédiaire, ensuite 3688. En tergiversant un peu comme ça, on continue, on drift sud, d'accord, et on va de pic en pic comme ça, en driftant tranquillement, et on continue. Et ça, c'est le scénario plutôt, et on continue à faire du travail, hein, bien entendu, autour de ces pics, comme ça, tac, tac, tac. Et ça, c'est le scénario plutôt, on reste, en fait, on continue le travail dans ce bottom, ici, d'accord. Et ça, ce serait mon deuxième scénario, en termes volume profile. Un scénario numéro 1, plutôt bullish, si tout est aligné, on y va. Objectif ici, puis ici. Dans un premier temps, hein, et peut-être plus haut. Deuxième scénario, on va rester et on va continuer à travailler dans l'endroit de ce bottom, dans la zone de valeur mensuelle grise là que vous voyez. Ça, c'est la zone de valeur mensuelle, la zone grise là. On continue à travailler là-dedans. Je vais reprendre la même couleur. Et on fait du drift un peu sud, comme ça, tac. Et on va de pic en pic en driftant, en faisant du bottom, comme ça, tac, 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 tac. Ok? Je ne pense pas, sauf catastrophe, qu'on aille. Alors, on peut aller retravailler le responsive buying énorme qu'on a eu ici. D'accord? C'est deux points importants.
3534 ici et aux alentours des 3550, 3600 ici. D'accord? On peut aller retravailler ça. Il n'y a aucun souci. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y aller. Hein? D'accord? Ces deux endroits-là, je ne dis pas qu'on ne peut pas y aller. Mais, sauf catastrophe, très mauvais chiffres et tout, je ne pense pas que le scénario numéro 2 se transforme en une cassure sudiste de cette zone. D'accord? Sauf catastrophe. Hein. Je ne pense pas que ça, c'est le scénario numéro 3. Et honnêtement, j'ai du mal. J'ai du mal à y croire. Donc, le scénario 1, le scénario 2, celui-là, et le scénario 3, c'est le 2 qui se finirait par la baisse et la cassure des 3500, 3550, 3600. D'accord? Voilà. Point important, vraiment. Ici, si on redescend dans la zone de valeur mensuelle et dans le bottom, vraiment, notez bien tous ces pics que je vous ai notés ici. Parce que ce sont des points vraiment importants où vous pouvez travailler, faire des feds, faire des scalps. D'accord? C'est des endroits où vous pouvez scalper, aussi bien à l'achat, quand on arrive dessus, mais aussi quand on les casse et qu'on revient dessus par en dessous, à la vente, bien entendu. Donc notez-les bien. Notez bien ces niveaux-là, l'époque des semaines, l'époque hebdomadaire. Celui-là, c'est à peu près 3688. Ici, c'est à peu près aux environs du POC mensuel. Ici, c'est un point très très important, le POC mensuel. Ici, vers les 3006, 3610, 3605. Très important, d'accord? Ça, c'est vraiment des endroits très importants. Et puis, le fameux responsive buying, ici, du bottom, très très important, avec le pic en dessous, là, à 3534, 25. Le responsive buying, il est entre 3540 et 3564, 25, et le pic en bas du responsive buying, il est à 3534, 25. Ça, voilà, c'est vraiment 3006, 3605, et ici 3688, le POC, c'est vraiment, c'est aux alentours du POC hebdomadaire de la semaine dernière, très très important. Très très important. Évidemment, là, on a un pic qui correspond au haut vous voyez, il y a le haut de cette figure, de ce bottom, correspond au pic des 3823,25. Donc c'est un événement très important aussi ici. Quand on y arrivera, si on y va, si les prix vont là, attention, attention, ça pourrait faire du boum, 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 bam, ou alors redescendre. Surveillez tout ça, d'accord? Ok, ça c'est une perspective volume profile. Pour le Nasdaq, c'est pareil. Hein. Je vous fais le SP parce que le scénario du SP, évidemment, s'applique sur le Nasdaq et sur le Russell. C'est pas l'esprit est le même, d'accord. Sur le Nasdaq, je vous remets l'image. Les niveaux n'ont pas changé par rapport à la semaine dernière. J'avais mis des niveaux, c'est les mêmes, ok. J'avais entouré des endroits et je les avais notés, les endroits qui me semblaient importants. Et on est toujours au même niveau. C'est pareil, on est en train de faire un bottom hein, sur le Nasdaq. C'est un petit peu plus torturé, il y a un petit peu plus d'extension de range parce que c'est le Nasdaq, mais voilà, c'est pareil. On a tous ces pics. Alors, je peux vous faire plaisir. Tac. Celui-ci est magnifique, évidemment. Celui-ci est magnifique. Vous les notez, hein, il s'affiche ici sur les côtés. Celui-ci que j'avais entouré 1006, 1007, plus précisément 10672, 25. Ici, 11002, 11250, plus précisément 11211, 25. Celui-ci, 11300,
il est magnifique, plus précisément 11 321. Celui-ci, 11 400, j'avais noté, mais plus précisément, vous pouvez mettre 11 391, 90. Celui-ci, 11 497. Et là, on a une grosse zone entre 11 500 et 11 750, d'accord? Avec le haut, ici, de ce bottom, qui correspond au pic à peu près des 11 711, 11 720, là, ici. D'accord? Alors, vous ferez hyper attention, juste au-dessus, le haut du bottom, il y a une grosse vallée, ici. Ça, c'est une vallée, c'est pas un POC, mais il faut le noter, c'est un niveau important. Alors, je vais pas mettre un POC, parce que sinon, vous allez vous embrouiller les pinceaux. Je vais mettre une ligne toute simple. Je vais mettre une zone de vente. Une zone de vente. Voilà. Ici, à cet endroit-là, il y a une zone de réjection. Très importante, 11 008. OK? Ici, il y a une zone d'achat très importante. Hop. 10 480, 10 520. OK? Voilà. Ça, c'est pour le Nasdaq. Et pareil, hein, quand on va ouvrir dimanche, c'est les mêmes scénarios que sur le SP. On va ouvrir à peu près ici, là, dimanche. Donc vous faites attention à tous ces niveaux, ces gros pics. Soit on va tout de suite s'affranchir au nord et on va être attiré par cet énorme pic qu'on a là, d'accord? Et on va rentrer dedans. Et ici, à mon avis, on aura un petit peu de mal à passer du premier coup, d'accord? Mais c'est le Nasdaq, et si c'est le haussier qui l'emporte, on va être attiré par ce pic ici à 12 040. Ici, ce gros pic est essentiel. Si ça ne passe pas à dimanche soir, on va tergiverser et on va faire du scalp entre ces pics-là. Tac, 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 tac. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un terrain très très bien quadrillé pour faire du scalping. D'accord? Et si jamais ça se passe très mal dans la semaine, on va rejoindre très vite les 10 006, 10 700. Et si les 10 006, 10 700 ne tiennent pas, le responsive buying là, entre 10 480 et 10 520 sera notre target. Ils vont essayer de le casser. Et si ça se passe très mal au niveau des chiffres, la cave. Comme sur le SP500. Premier scénario, dimanche, on ouvre, on s'affranchit direct de la hausse. On est attiré par ce gros pic. On tergiverse un petit peu là parce que quand même, c'est une zone importante. Et hop, target 12 000, 12 040. Deuxième scénario, on reste dans le bottom et on continue à travailler dans le bottom une grosse partie de la semaine en faisant du scalp entre les niveaux qu'on a. Troisième scénario, au fur et à mesure que la semaine passe et que les news seraient mauvaises, on continuerait à s'affranchir et direction le sud. Évidemment, ici, c'est un énorme, entre 10 640 et 10 680, donc entre 10 600 et 10 700 si vous voulez. C'est un énorme point dur qu'il va falloir, il va falloir du fuel pour le casser. Hein. Mais si jamais les choses se passent mal, on remontera si ça se passe bien. On ira tester ça et on remontera si ça se passe bien. Ça, c'est le scénario numéro 2. Hein. On fait du scalp dans cette zone-là. Donc, on pourrait aller là, mais on remonterait. Mais si ça se passe mal, scénario numéro 2, ça se passe bien. Ok, on reste dans la zone, on continue à faire du travail là-dedans. Scénario numéro 3, c'est ça se passe mal. Et si on casse ça, le responsive buying ici, il fera pas long feu. Hein. Ça cassera très vite. Comme sur le SP. Hein. Sur le SP, il y a une correspondance, c'est ça, hein, je vous l'ai dit, hein, 3534, ce gros pic ici, cette zone en fait que j'ai encadrée là, on va la mettre, zone d'achat, pareil, hein, c'est le responsive buying, voilà. Une fois cassé ça, c'est la cave.
C'est le scénario numéro 3. OK? Et à la hausse, il va falloir s'affranchir. Et première chose, dimanche soir, de ça. Et deuxième chose, dans la suite de la semaine, de ça, si on veut aller à ce pic ici. Et éventuellement, ce petit pic intermédiaire ici, puis ce pic mensuel du mois dernier ici. Ensuite, on a des petites zones d'achat en dessous là, une zone intermédiaire ici, ok, ici. Si les prix redescendent, on va pouvoir faire du scalp dans cette zone. Il y a plein d'endroits qui sont intéressants, je vous les entoure là. Tout ça c'est très intéressant. Ok. Tout ça c'est très intéressant. Si les prix restent là-dedans, on va s'amuser. S'il casse à la hausse, il va falloir, ça risque d'être un flow driven market, un marché très très directionnel, dur à rentrer. Et s'il casse par le bas, là ça sera quelque chose de violent. Mais avant d'aller casser le bas, on va s'amuser là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Ok. Une vue market profile maintenant. Donc là, j'ai laissé les petites flèches, c'est exactement comme la semaine dernière. Hein. J'ai laissé les petites flèches que j'avais mis. Ça, c'est le market profile session cash du SP500. La semaine dernière, rappelez-vous, j'avais mergé tous ces profils ici. On est resté en dessous. Je vous avais dit, il faudra s'affranchir de cette zone-là que j'ai mis. Hein, vous voyez, je l'ai laissé, j'ai laissé mes niveaux. Il faudra s'affranchir de cette zone et à la hausse pour que ça monte. Et on n'a pas réussi à dépasser cette zone. On se l'est cogné dimanche soir dès l'ouverture. Vous voyez, dimanche soir, on a ouvert, on a été se la cogner au tick près, et on est redescendu. C'est la flèche que je vous avais mis là. Hein. Tac. En fait, dimanche soir, c'était ici, pardon, ici. Voilà. Et on a fait exactement ce que je vous ai dit. On a ouvert, vous voyez, j'avais mis des flèches. Tac, tac, tac. Objectif ici. C'est ce qu'on a fait. On a ouvert, on a été ici, et ensuite on est redescendu tranquillement. Et vendredi, hop, on a tout retracé. Je vous ai expliqué pourquoi dans le contexte. C'est normal. Réécoutez, la raison, vous l'avez en début de vidéo. D'accord ? Eh ben, les niveaux sont toujours pertinents. C'est toujours les mêmes niveaux. Et je vous avais également tracé cette grosse zone, qui est en fait une grosse zone market profile. Alors, et je vous avais mis un autre scénario, celui où on allait rejoindre le bas de ce grand profil ici, cette port auction, cette enchère pauvre, parce qu'il n'y a pas de point d'accroche, c'est un profil très pauvre. Et ben, c'est exactement la même chose d'un point de vue market profile. Le deuxième scénario que j'aurai, moi, dimanche. Alors, dimanche, on va ouvrir ici. On est déjà sous le niveau que j'avais donné comme objectif. Donc, scénario numéro 1, comme pour le volume profile, je vais commencer par la hausse. On arrive à s'affranchir. Et après on va passer sur un market profile hebdomadaire. On arrive à s'affranchir de ça, et ça va pas être évident. Et de ça, on passe, on peut retester, et on va là. Et on rejoint cette balance là. Cette balance market profile qu'on a faite ici. Donc objectif 3870, 3880. En termes market profile, c'est l'objectif haussier. Ok, le premier en tous les cas. Deuxième scénario, on retourne travailler exactement au même endroit. C'est-à-dire que dimanche soir, on n'arrive pas à passer, on se cogne la zone là, et on redescend. Et on travaille là-dedans. D'accord ? Et on peut rejoindre le niveau que je vous ai mis là, qui est entre 3590 et 3640, ici.
avec le POC ici qui est à 3615. Ok. Troisième scénario où la baisse l'emporterait à cause de mauvaises nouvelles, on irait travailler là-dedans, la baisse continuerait, donc extension du scénario où on travaille là, la baisse continue et on viendrait travailler ici un petit peu, d'accord? Et si jamais les choses se passent mal et que ici ça réagit pas, si on n'a pas une responsive buying ici, et ben ma foi, scénario numéro 3, on casse et c'est la cave. Mais d'abord, il y aura un petit peu de travail à faire ici, d'accord? Parce que vraiment, il y a du boulot à faire, mais également, en termes market profile, il n'y a aucune accroche, donc ça peut glisser, hein. Attention. Donc, c'est exactement les mêmes flèches que la semaine dernière, d'accord? Il n'y a pas de changement. À part que j'en ai rajouté une ici, comme ça. Hop, ok. Scénario 1. Tac, tac, tac. Scénario 2. Tac, 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 tac. Scénario 3. Tac, tac, tac. Scénario 3 bis. Tac, 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 tac. Avec le peut-être encore, on serait encore sauvé ici. Peut-être. 3 bis, 3 bis bis. D'accord? On va regarder le market profile hebdomadaire maintenant. Ça, c'est pour les scénarios. Alors, regardez bien, je vais enlever les niveaux et je vais vous mettre des zones bien propres. Allez, on va enlever tous les... on va tout effacer. Voilà. Je vais merger. Comme j'avais fait. Voilà, ici. Ici. C'est important. C'est les auctions principales qu'il y a eu en session cash. Voilà. Donc, et on va merger la semaine dernière. Mais ça, on va passer sur un hebdomadaire, donc c'est un peu ridicule ce que je suis en train de faire, mais c'est quand même important. Voilà. Les prix. Alors, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Premier objectif au nord, et donc première zone de vente, ici, autour de ce POC. Tac. Autour des 3786,50. Ici. D'accord? Ça, c'est, on va ouvrir juste en dessous, hein, c'est super important. Le second objectif, évidemment, ça sera ce haut ici, autour des 3820, d'accord? Et ensuite, toute cette auction là, marquée par ce POC ici, un magnifique objectif et une magnifique zone de vente à 3891,50. Plus bas, ici, ce POC, autour de ce POC, c'est-à-dire qu'autour des 3692, et la zone de valeur, comme ça. Zone de valeur haute, zone de valeur basse et le POC, ce sont 3734,25, 3692,75 et 3681,75. Ce sont des points durs
et des objectifs, et notamment la zone de valeur là est un objectif si jamais on va au sud, et que, comme je vous ai dit dans le scénario numéro 2, on irait on se cognerait ça et qu'on irait au sud. Objectif, c'est ça, c'est cette zone de valeur là, d'accord? D'abord, en premier objectif, en première instance, avant de continuer plus bas. C'est d'abord ici qu'on devra aller, d'accord? Et le POC, très important. Ensuite, évidemment, vous l'avez compris, ici, c'est le POC des 3000, excusez-moi, 3603.75 et la zone de valeur, qui est une très belle zone de valeur, hein, ici, qui serait le second objectif pour un drift sud. 3650 en haut, 3590 en bas, et un POC à 3603,75. Ok? Et si jamais on devait continuer, ici, eh ben, il y aurait du travail à faire parce que c'est dans la queue là. Il n'y a pas eu de travail. On pourrait travailler, mais comme on pourrait aussi y aller très vite et puis après c'est la cave, quoi. Donc attention. Donc voilà, hein. Tac. Objectif, si ça cogne ici dimanche soir, objectif cette zone de valeur là, avec un premier point ici important, un deuxième point ici avec le POC et un troisième point avec la zone de valeur basse. Ensuite, on pourrait travailler là-dedans. Et ensuite, si on continue sud, cette deuxième zone de valeur est l'objectif. Tac, tac, tac. Et on continue à travailler là-dedans. Et si on continue, c'est la queue ici. On travaillera cette queue-là. D'accord? Et j'ose pas imaginer si c'est la cave après. Et si c'est le nord, eh ben, on va d'objectif en objectif. Tout simplement. D'accord? Tac, 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 tac. Donc vous voyez, je vous les ai entourés sur le volume profile tout à l'heure, et puis là, pour les TPO, les objectifs TPO. Évidemment, on peut rajouter un ultime hein, là-haut, ça mange pas de pain, celui-ci, hein, cet auction là, avec le POC très important ici, de cette session cash là. Ah merde, excusez-moi, je me suis trompé, tac. Voilà, ce POC là est très important, à 3942,50. Ici. Voilà. Allez, je vais laisser toutes ces annotations-là pour la semaine prochaine et on va passer sur le graphique weekly du SP500. Alors ça, c'est ce que j'avais noté la semaine dernière. Alors pas les flèches, hein, les flèches, c'est moi qui les ai faites. Je vous ai montré que les scénarios de la semaine dernière, tous les niveaux là, je vais les enlever. Vous avez vu, ils ont très très bien marché. La semaine dernière, je vous les ai donnés et cette semaine, donc ils ont très bien marché. Vous voyez que mes niveaux fonctionnent très bien. Là, on va les enlever et je vais vous donner les niveaux pour cette semaine. Déjà, j'ai mis les scénarios, mais j'ai enlevé. On va en reparler. Donc, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, ça a été magnifique, hein. Regardez. Regardez ça. C'est superbe. On a ouvert dans la zone de valeur de la semaine précédente, hein. Je vous l'avais donné, hein. On va la remettre parce que de toute façon, elle est super importante. La zone de valeur là de cette semaine-là, elle est hyper importante. On la remet avec le POC. On met le POC. Voilà. Ah zut. Excusez. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà, avec le POC. Ok. Donc voilà, on la laisse parce que c'est encore une information très importante. Regardez ce qu'on a fait.
on est venu chercher la zone basse de la zone de valeur et on est allé au nord. Et on a, j'avais mis des zones intermédiaires et on a été les chercher. Alors évidemment, maintenant on a clôturé ici dimanche soir. Hein. On est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, je vous l'ai déjà dit. Hein. On va remettre la semaine la normale et on va, parce qu'elle est quand même magnifique la zone de valeur de cette semaine-là aussi. Ces zones de valeur sont très très importantes. Hein. Il faut les prendre en compte. Donc on prend la zone de valeur, elle est un peu plus large, elle est là. Voilà. Donc c'est marrant parce que le mid de la zone de valeur correspond à un gros POC TPO là qui est magnifique. Mais le vrai POC TPO de la semaine, il est ici. Le vrai POC TPO, il est là. Mais effectivement, on en a un autre ici qui correspond au mid de la zone de valeur. Donc je vais le mettre aussi. Ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'important? Les hauts, ici. Tac. Voilà. Attends. Voilà. Hop. Alors. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est ici. Voilà. Zone d'achat. Alors. Pour moi, je vous l'ai dit, hein, on va mettre. Ça, c'est les deux au sud, hein, parce que les prix, je vous rappelle que les prix vont ouvrir ici, dimanche soir. Ici, d'accord? Je vous rappelle quand même. Donc pour moi, ça et ça, c'est au sud, avec le haut, évidemment, hein, vous notez bien, hein, zone haute 3757. Ensuite, zone d'achat ici entre 3726 et 3734,25, correspond au haut de cette semaine-là. C'est les zones intermédiaires, mais en tous les cas, ce qui est une certitude, le mid à 3718, le POC TPO à 3693,25 et la zone de valeur basse à 3678. Ça, pour moi, c'est la première zone importante. Puis ensuite, on rejoindrait la deuxième si on continuait, 3651,50, 3606,75, 3588. C'est le scénario numéro 1. Dimanche soir, on ouvre là et ça se cogne et ça ne veut pas passer. Ça se cogne quoi? Ça se cogne la zone de vente qui est ici. Et évidemment, ce gros POC là. D'accord? Ah, il faudrait qu'elle soit en rouge. Ça, la zone de valeur qu'on a, je vais mettre la zone de valeur ici. Parce que tout ça, c'est une zone de valeur. Hein. D'accord? En fait, avec le POC qui est une zone de vente. Voilà. On n'arrive pas à le passer dimanche soir et on redescend. Et donc, c'est les deux zones de valeur qu'on a au sud qui sont les objectifs. Premier scénario, enfin, ça c'est le deuxième scénario en fait. Le premier, ce serait l'affranchissement à la hausse. Hein. On arrive à s'affranchir de cette zone de valeur et de ce POC ici. Et hop, on continue. Et le premier objectif, ce serait ici. Cette zone de valeur là. Enfin, cette bulle là, d'accord? Ah, zut. Voilà, cette bulle ici, avec le POC au milieu. Ah zut. Mais alors? Voilà, bon bah, notez la bulle là, entre 3850 et 3900, 902 à peu près. Et puis au milieu, il y a ce POC. Ici. Hop. À 3876. Puis, si on continue, au nord, objectif 3958,50. Ici. Avec une zone de valeur autour du POC. Une belle bulle TPO là.
Voilà. Et le bas de cette bulle TPO correspond au haut de cette semaine-là. Donc il y a un niveau à 3938,75 ici qui est très 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 important parce qu'il correspond, on va mettre la ligne là, euh, une ligne toute simple, hein, parce que c'est les hauts hebdomadaires. Mais comme il correspond au bas de cette bulle TPO là, c'est important, hein, 3938,75. Donc objectif pour un scalper, ça, attention, hein, c'est beau, hein. Ça, c'est un objectif superbe pour un scalper. Ok. Ensuite, donc je vais passer par-dessus. Tac. Donc, si c'est le scénario haussier, voilà. Tac. Moi, mon objectif, ça serait ça, hein. Et éventuellement, vraiment jusqu'ici, quoi. Et après, bah, je vous dis, hein, ici on travaillerait, hein, on ferait du travail là-dedans, hein, et après on pourrait aller dans la queue, faire du boulot ici, dans la queue, là, comme ça. Et si catastrophe il y a, la cave. Et vous voyez qu'il y a un premier POC hebdomadaire ici, on va le mettre, qui serait un objectif, si on, si on casse ce point-là, si on casse ce point-là, si on casse les 3500, 3502 ici, nous avons un POC TPO ici, hebdomadaire, à 3466. 3466 ici, qui pourrait être un premier objectif à la baisse. Dimanche soir, ouverture, je récapitule, hein. Ici, dimanche soir, on va ouvrir ici. Ça va être compliqué, s'il n'y a pas de fuel, de s'affranchir de cette zone-là, en fait, dimanche soir. D'accord? C'est pour ça que le scénario 1 de la hausse, dès dimanche soir, j'ai du mal. Je vois plutôt d'abord un scénario 2 où on n'arrive pas à passer et voilà, on fait ça, ce que je viens de vous montrer là. Tac, 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 tac. Dans cette zone de valeur là, la première là, avec tous les points importants que je vous ai montrés. Mais il arrive parfois que certains dimanches soirs et certains lundis matins, que les marchés s'emballent direct. On ne sait jamais, hein. Et alors là, mais on le verra, hein, on va aller vers cette zone de valeur-là, ici. C'est les deux scénarios principaux. J'ai du mal à croire à la cave. Par contre, qu'on vienne travailler ça, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un travail ici, puis plus tard dans la semaine, un travail ici. Et peut-être qu'on reviendra travailler un petit peu comme ça, vous voyez. Mais j'ai du mal à voir la cave. Mais bon, il faut en parler, on ne sait jamais. 3, on vient travailler donc ici. On n'arrive pas à sauver, comme on l'a fait déjà ces 15 derniers jours, le niveau là, les 3500, 3550, on n'y arrive pas. Et on déboule à la cave. Pourquoi pas? J'ai du mal, mais pourquoi pas? Moi, j'ai du mal. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit au début. Bon, je suis pas ni pour la hausse ni pour la baisse, mais il y a beaucoup de choses qui vont en faveur d'un rallye haussier. Comme en plus, il y a beaucoup de gens ont du mal à y croire encore pour l'instant. Malgré tout, ben ouais, ça serait plutôt ça que je choisirais moi, puisque vous voyez, avec mon esprit de contradiction, mais il faut pas que ça rentre en compte, ça. Donc, on structure notre terrain et on intervient sur les zones qu'on a identifiées. Et puis, point barre. D'accord? On a notre contexte, je l'ai fait en début de vidéo. On a nos niveaux. Attendez, que je commence pas à en tracer partout. Je vais enlever les flèches là. On a nos niveaux. Mais dégage.
Donc on fait ce qu'on a à faire sur nos niveaux, sur nos zones d'intervention. Et voilà. Mais le scénario 3 de la baisse, ça peut l'emporter. Hein. Ça peut, si vraiment les choses se passent très mal, hein, rappelez-vous, il y a beaucoup de choses cette semaine. Si les choses sont mauvaises, si les résultats des technos sont mauvais, Amazon, Apple, Alphabet, Meta, si leurs résultats sont mauvais, ça va bombarder Sud. Hein. Attention, hein, attention, hein, attention, attention. Ok, voilà. Bon, écoutez, vous avez, euh, vous avez matière à travailler, à bosser. Maintenant, je vous laisse. Vous avez les zones importantes aux abords de l'ouverture qu'il va y avoir dimanche soir. Vous savez quels sont les scénarios possibles aux abords de ces zones, les points durs, les zones dures, les points d'intervention. Vous les avez, ils sont tous là. Je vous laisse, bisous. Si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous avez des suggestions, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, que vous ne comprenez pas, que les niveaux sont pas clairs et tout ça, dites-le moi, dites-le moi. Allez, bisous les amis.